Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous joindre à nous pour le compte de votre magazine environnemental Objectif Vert. Pour ce numéro, l'accent sera mis essentiellement sur la tenue du dialogue sur l'utilisation des terres de paysages de Mangaï tenu durant 4 jours dans la ville d'Idiofa. Je vous invite à suivre le sommaire et c'est en images. Au cours de ce numéro, vous suivrez la restitution de ce qu'a été le dialogue sur l'utilisation des terres qui a réuni plusieurs partenaires dans la ville d'Idiofa, dans la province de Kwilu. Vous suivrez également la visite des sites consacrés au reboisement appartenant à l'ONG Fajalobi. Vous suivrez également dans ces numéros les réactions des organisateurs de ces dialogues autour du Méor. Également dans ce journal, vous suivrez l'implication des femmes sur la question des restaurations des terres dégradées, mais également la sensibilisation des communautés locales au reboisement. Enfin, vous suivrez l'essentiel de l'actu environnementale avec Sandrine Fundi. Et tout de suite, les développements. Effort mondial de reboisement des terres dégradées et déboisées, les défis de Bonn, lancé en 2011 par l'Allemagne et l'Union internationale pour la conservation de la nature, visait d'abord à restaurer en moins d'une décennie, soit de 2011 à 2020, 150 millions d'hectares de paysages forestiers. Lors du sommet sur le climat de 2014 tenu à Lima au Pérou, la déclaration de New York sur les forêts a réaffirmé l'objectif du défi tout en lui ajoutant 200 millions d'hectares supplémentaires à l'horizon 2030. Cette déclaration a par la suite été approuvée par plus de 100 gouvernements, organisations de la société civile et organisations autochtones, ainsi que certaines entreprises privées. L'objectif étant désormais de préboiser 350 millions d'hectares d'ici à 2030. Un défi qui s'inscrit dans l'effort mondial pour le climat, mais également dans d'autres objectifs de soutenabilité du développement portés par l'ONU. Et c'est pour concilier les objectifs de conservation et de développement au niveau national et mondial que la RDC s'est engagée à restaurer 8 millions d'hectares de terres d'ici à 2030 afin de respecter son engagement envers les défis des bornes. C'est ainsi que lors de la télé organisée en 2015, une feuille de route avait été mise en place pour commencer à identifier des stratégies pour la mise en œuvre des engagements du pays. L'un des résultats de cet atelier a été la création d'un comité de pilotage au niveau national. L'Union internationale pour la conservation de la nature a appuyé le processus d'évaluation des opportunités de restauration pour les paysages des Mangaï avec l'outil de méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration. Car avec ses 80 millions d'hectares de terres arables et plus de 150 millions d'hectares de forêts, la RDC fait malheureusement face à la dégradation de ces terres et de ces paysages appelés à être restaurés. C'est dans ce cadre que le dialogue sur l'utilisation des terres, plateforme d'apprentissage impliquant de multiples parties prenantes pour la collecte des connaissances, avait choisi Mangaï comme première étape dans la mise en place d'un processus pouvant permettre une entreprise responsable et une gouvernance améliorée, mais également et surtout un développement inclusif grâce à une approche paysagère. Pour la mise en œuvre du projet de stabilisation de l'utilisation des terres, les paysages des Mangaï a été sélectionné comme l'un des sites dans les 4 pays, à savoir la RDC, le Ghana, l'Ouganda et la Tanzanie, et avec comme défi sa grande taille posant de nombreux problèmes socio-économiques et environnementaux critiques. La nécessité s'impose donc de restaurer les paysages dégradés de ces sites qui disposent d'une riche biodiversité afin que celui-ci servent de modèle pilote pouvant être appliqué sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, les dialogues sur l'utilisation des terres en RDC avec le concours de ses partenaires avaient organisé en mars de cette année un atelier national de cadrage et de présentation et de validation des résultats du projet plus sur la méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration du paysage de la réserve de Mangaï. Il fallait donc monter des stratégies pour restaurer ces paysages pour leur permettre de continuer à jouer leur rôle dans la lutte contre le changement climatique. L'étude menée sur terrain révèle que des menaces comme la chasse, l'agriculture itinérante sur brûlis pèsent sur la réserve et qu'il faille impérativement restaurer ces sites. Cet atelier, qui s'était mis à Kinshasa du 12 au 13 mars dernier, avait ouvert la voie à la descente sur terrain pour un autre atelier et une visite des sites qui font également de la restauration des paysages savanneux, cette fois-là dans la ville d'Idiofa. Les territoires d'Idiofa, dans la province du Kwilu, choisi pour abriter ces dialogues sur l'utilisation des terres, est situé à quelques 861 km de la ville de Kinshasa et compte une population agro-pastorale estimée à 1 450 035 habitants sur une superficie de 20 000 km². Il est le deuxième plus vaste territoire de la RDC après Lubero dans l'est du pays.
Malgré l'engagement de la RDC à restaurer près de 8 millions d'hectares d'ici à 2030, face au défi des bornes, l'étendue de son territoire national étant comparable à un sous-continent, l'approche nationale paraissait désormais plus difficile à atteindre d'ici 2030, d'où l'option était d'envisager une approche paysagère. C'est ainsi qu'après les processus d'évaluation des opportunités de restauration pour le paysage des Mangaï avec l'outil des méthodologies et d'évaluation d'opportunités de restauration, appuyé par l'Union internationale pour la conservation de la nature et présenté lors de l'atelier de cadrage aux différentes parties prenantes en mars dernier, les domaines des chasses et réserves de Mangaï étaient choisis en raison de sa taille imposante de 1 176 000 km² et qui représente 20% sur les 8 millions d'hectares appelés à être restaurés. Et pour y parvenir, la RDC a donc besoin de la mobilisation de tous les acteurs impliqués dans les secteurs publics et privés au regard du vaste étendue des Mangaï. Il fallait donc trouver une plateforme pouvant réunir tous les acteurs clés. Cela justifie la tenue de ces dialogues dans le territoire des Diofa où se trouvent les paysages des Mangaï en présence de plusieurs délégations durant 4 jours. Ces derniers ont pris conscience de la gravité et de l'importance de cet atelier et ont salué, ont tous marqué de leur présence. Grâce Baoka de l'UICN salue leur motivation avant de revenir sur la raison de ces dialogues. Pour un projet qui n'a pas assez de ressources, pour un projet qui n'a pas des actions concrètes en termes d'activités qui pourraient bénéficier directement aux communautés, quand je vois la motivation et l'engouement de ces populations, ces acteurs, ces chefs de secteur qui ont accepté de participer, de nous accompagner dès l'entame du projet jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas vraiment des actions concrètes ou des bénéfices directs pour les communautés, je trouve que ces populations sont motivées à trouver des solutions à leurs problématiques. Et je pense que ce qui les motive, c'est parce qu'ils sont conscients de la difficulté qu'ils sont en train de vivre, des problèmes qui sont en train de vivre suite à la dégradation des écosystèmes. La dernière fois, on était à Mangaï lors d'un atelier. Ils ont fait part des problèmes qu'ils rencontrent actuellement dans la production agricole, dans la recherche, par exemple, des protéines animales à travers la viande de brousse, qui devient de plus en plus rare. Ils sont conscients de cette problématique. C'est ce qui motive à ceux qui recherchent des solutions. Je pense que ça, c'est quelque chose de positif sur lequel il faudrait qu'on puisse se baser, sur lequel on devrait s'appuyer pour pouvoir les appuyer à organiser ce genre de rencontres entre eux pour pouvoir trouver des arrangements et des solutions durables pour leur avenir. Et je pense que ça, c'est juste un apprentissage, c'est un renforcement de capacité, mais l'objectif, c'est pas assez que ICN, Océan ou l'ICCN puissent être toujours derrière eux pour organiser ce genre d'activités, mais l'objectif, c'est de voir de quelle manière, même dans une petite échelle au niveau des villages, comment ils peuvent prendre l'initiative, comment ils peuvent avoir l'habitude d'organiser des petites rencontres entre eux pour trouver des solutions durables. Restaurer 8 millions d'hectares. Bon, si on a déjà 400 hectares ici, tout pourra être comptabilisé. Tout sera comptabilisé pour le compte des engagements de la RDC. Donc, félicitations aux initiateurs du projet. J'ai aussi échangé avec les travailleurs parce que nous devons aussi voir ce genre d'aspect. Quelle est la contribution du projet par rapport au développement local? Mais je pense qu'il y a encore des efforts à faire. C'est vraiment par rapport au SMIC, il y a un grand travail à faire. Mais c'est normal pour un travail de pionnier qu'au début ce soit difficile. Mais on espère qu'on peut rentabiliser ça. La rentabilisation de ce genre de projet, c'est de voir aussi comment intégrer les arbres fruitiers. Et je pense que j'ai appris qu'ils sont dans l'autre phase, ils vont mettre des arbres fruitiers. Parce qu'à ce moment-là, ça peut être utile pour les communautés dans les quelques années on peut exploiter. Je vous propose à présent de suivre ce qu'a été l'essentiel de ces 4 jours de dialogue. Vendredi 31 mai, jour marquant le début du dialogue sur l'utilisation des terres en RDC, cas du paysage des Mangaï, l'espace Cana a servi de cadre pour ces travaux qui ont commencé par l'enregistrement des différents participants, la séance d'ouverture en plénière avec les mots d'ouverture des différents partenaires, le site de Ingung. Première étape de cette visite, les représentants des différentes délégations ont pu découvrir une pépinière riche et variée, mais surtout bien entretenue. Cependant, quelques points non conformes ont retenu l'attention des organisateurs du LUD qui ont apporté leurs propositions en vue d'optimiser les rendements de cette pépinière.
Après Ngong, les parties prenantes se sont retrouvées à quelques heures de route pour visiter l'autre site appartenant à Fadjalobi. Cette fois-ci, un paysage savanneux appelé Vallée Paradis. L'agronome responsable de ce site l'a d'abord présenté avant de répondre aux préoccupations des participants au LUD. Ces visites sur terrain avaient pour but d'aborder certaines questions telles que comment les pratiques actuelles d'utilisation des terres profitent-elles aux différents parties prenants ou encore quelles recherches ou quelles données sont nécessaires. Toutes ces réflexions ont donné lieu lundi 3 juin à des discussions scindées en 5 petits groupes. Mardi 4 juin et les derniers jours de ces assises, les participants se sont d'abord réunis en plénière pour assister à la présentation de chaque groupe, des éléments partagés, mais également des défis, des visions, des paysages, avant de passer au vote des interventions prioritaires identifiées lors des précédents travaux des groupes, sous la médiation de René Ngongo, coordinateur de l'Océan. Riche en matière, cette dernière journée était également destinée au partage d'expériences entre les 4 pays choisis pour la mise en œuvre du projet de stabilisation de l'utilisation des terres. D'abord, le Ghanéen Godwin Djekoto de Rocha a commencé en parlant des approches qui promouvoient les besoins de conservation et c'est des subsistances traditionnelles. Damien Akoto, un autre Ghanéen des Côtes de Sult, Ghana, a lui parlé du paysage de Wassa à Menfi, un paysage forestier dans lequel travaille aussi les projets plus et qui est sujet à plusieurs défis. La Tanzanienne Elisabeth Dadatus Luvanga des African Wildlife évoquait les avancées opérées dans la manière de gérer les ressources naturelles tout en associant les femmes. Et pour sa part, l'Ougandais Léo a également évoqué les avancées opérées dans son pays dans le domaine de la restauration et de l'utilisation des terres dans le cadre du projet Plus. Après la mise en commun des idées, l'énumération des leçons clés tirées ainsi que la définition des prochaines étapes, a eu lieu la cérémonie de clôture de ces 4 jours de dialogue sur l'utilisation des terres. Finir, cet énième dialogue visait entre autres l'implication des communautés locales et l'identification des moyens de soutenir davantage les groupes de travail sur la gouvernance afin d'intégrer les réseaux des acteurs locaux, mais aussi l'élaboration d'une stratégie pour un mécanisme de suivi des conclusions de la LUD afin de garantir la durabilité du processus de ces dialogues dans les paysages et l'intégration de ces résultats dans la politique nationale. Les dialogues sur l'utilisation des terres est une initiative globale coordonnée par les secrétariats de The Forest Dialogue ainsi que par le membre du comité de pilotage en collaboration avec les partenaires locaux mais également mondiaux. Elle cartographie, applique et évalue l'approche paysagère. La chargée des programmes des associations ainsi que les directeurs exécutifs des TFD reviennent sur l'objectif de ces dialogues et sur les mécanismes qu'ils mettent en place pour concilier les vues entre les besoins de restauration des paysages dégradés et les besoins de subsistance des populations locales avant de parler de la prochaine étape. Suivez. TFD s'articule autour de 2 choses qui sont avoir de plus belles forêts et améliorer les moyens de subsistance des populations locales. Donc TFD aide les populations à participer à la résolution des problèmes et à étudier les enjeux qui les entraînent, à rechercher des solutions collaboratives et à agir de façon déterminante en vue de contribuer à un usage durable des terres et des ressources naturelles, à la préservation des forêts, à leur gestion responsable ainsi qu'à l'amélioration des moyens de subsistance. Premier dialogue, les prochaines étapes seront définies par ce groupe. Je peux vous dire ce que ça pourrait être, mais au finish, ce qui sera dit et conclu à l'issue de cette réunion ici à Idiofa, c'est ce qui sera mis en œuvre. Je parle donc de stratégies spécifiques et des prochaines étapes. Je crois qu'ils vont utiliser ces connaissances dans le groupe du gouvernement. Celui-ci va amener ces connaissances à Mangaï parce que c'est ça l'intention. Nous avons besoin d'Idiofa parce que c'est le centre qui est facile pour tous en termes de distance, mais le centre d'intérêt est à Mangaï. You can do what you need to do. We can find a space for you to do what you need to do.
Ils ont convergé leurs objectifs pour la conservation. Ce sont les 4 organisations nationaux et internationaux qui ont concouru à la bonne tenue de ces dialogues. C'est l'Océan, c'est UICN, c'est des TFD ainsi que l'ICCN. Bien que faiblement représentées, les femmes ont activement participé à ces dialogues. Pour certaines, d'abord en tant que femmes et pour d'autres, en plus comme chef de terre. C'est le cas de Chantal Toulou. Je vous invite à la suivre. Je suis vraiment très contente d'être associée dans ces dialogues, puisque très souvent dans la gestion des terres, les femmes sont négligées. Et en tant que chef de terre, nos terres sont vraiment exploitées en désordre. À partir de tout ce que j'ai appris ici, nous allons chercher comment restaurer nos sols. Nous allons faire un effort de sensibiliser les différentes femmes dans les secteurs, dans les villages. Construisons l'avenir ensemble était le thème retenu en marge de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse et célébrée chaque 17 juin de l'année. Cette célébration vise notamment à sensibiliser l'opinion publique sur cette question. Toujours en marge de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, votre magazine a tendu son micro à la direction du ministère de l'Environnement en charge de cette lutte. Suivez. La désertification, c'est un processus. Ça n'arrive pas d'un coup. Ça prend le temps que ça prend. Donc il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la désertification. Tous ces phénomènes, la déforestation, la dégradation des terres, ça nous amène vers un état. Si on ne prend pas garde, ça va nous amener au stade final, peut-être à la désertification. Nos voisins vivent déjà ça, certains de nos voisins. Il ne faut pas aller loin pour voir les effets de la désertification. Vous prenez le bus, vous entrez en Zambie ou bien vous allez arriver au Zimbabwe, vous sentez les effets de la sécheresse. On a déjà très largement entamé notre capital environnemental. Maintenant, il est grand temps de faire attention parce que les forêts, elles diminuent. Et la RDC qui était un pays non émetteur, selon les calculs, selon les projections, la RDC est devenue un pays émetteur. Vous voyez, donc nous devons faire attention. Pour la 3e fois consécutive, Greenpeace Africa a mené une expédition scientifique dans les tourbières du bassin du Congo, dans l'ex-province de l'Équateur, et plus précisément dans le territoire d'Ingende, campement de Mpeka, à plus de 70 km de la ville de Mbandaka. Et pour finir, la 15e édition du séminaire annuel dénommé du Diming Week a ouvert ses portes ce mercredi 19 juin dernier à Lubumbashi, capitale cuprifère. Cette cérémonie a accueilli plus de 3500 experts internationaux. Accorder foi au pouvoir du dialogue, c'est croire à la promesse de l'humanité. C'est sur cette phrase de Diasuka Ikeda que se referme ce numéro de votre magazine Objectif Vert. Merci pour votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir.